peut-être que vous voulez répondre éventuellement à cette analyse, ou alors on enclenche tout de suite le deuxième tour de table, où on essaie... Allez-y, allez-y. Oui, quelques remarques. On n'est pas en vraie opposition. Sauf que, d'abord, il faut indiquer que sur l'histoire du taux de change, sur le plan technique, ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui gère le taux de change de l'euro, c'est l'Eurogroupe. Donc ce sont les politiques. Et comme vous le disiez, les politiques n'ont pas envie de toucher au problème de change. Ceci étant, il n'y a rien de choquant qu'on ait un taux de change unique dans l'Union, dans la partie euro, parce que finalement, en France, on a des provinces, vous pourrez trouver un système dans lequel le taux de change de la monnaie en vigueur dans cette France nouvelle serait variable d'une province à l'autre en fonction de la richesse de chaque province. En définitive, c'est ça, le taux de change, c'est un ajustement. Alors, donc la politique s'agissant de l'euro, ça n'est pas de manipuler le taux de change. On l'a évité. Sur les marchés financiers, vous avez parfaitement raison de dire qu'on a fait trop confiance aux marchés financiers. Moi, je suis au Parlement depuis 2004. En 2004, à la Commission des affaires économiques, j'y étais déjà, on demandait au commissaire qui s'occupait à ce moment-là des services financiers, M. McGreevy, un Irlandais, on demandait de faire de la régulation parce qu'on avait le sentiment que les choses ne se passaient pas bien. M. McGreevy a toujours refusé. Vous savez que c'est dans les institutions européennes, c'est la Commission qui a l'initiative des lois, donc on ne peut pas nous proposer des textes. On peut suggérer, mais pas proposer. Et donc il s'y est opposé jusqu'en 2008, au moment de l'affaire de Lehman Brothers, où là il a mis en chantier un certain nombre de textes, mais qui ne sont pas arrivés au bout à ce moment-là, puisqu'on a changé et de commission et de parlement, et c'est avec Michel Barnier, le commissaire français qui a été chargé des services financiers, là aussi une première, que la feuille de route a été tracée pour une régulation des marchés financiers. Et de ce point de vue-là, on peut trouver qu'on n'a pas fait assez. Je peux vous dire qu'on a quand même fait beaucoup si on regarde tous les textes qui ont été pris. On a mis en place une supervision, enfin maintenant on en arrive avec l'union bancaire, on y reviendra. On a régulé un certain nombre de produits, on a régulé un certain nombre d'acteurs, notamment par exemple les gestionnaires de fonds alternatifs, les agences de notation. Donc véritablement, la réglementation européenne s'est enrichie, si j'ose dire, en matière pour les marchés financiers. Avec tout de même, et c'est ça la difficulté, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avait le sentiment un peu faux que la crise était derrière, l'ardeur régulatrice est tombée et on a vu ressurgir les corporatismes, les intérêts particuliers et les replis nationaux qui ont ajouté aussi. Et je pense, sans faire le grand prophète, que dans le Parlement prochain, après les élections de mars, de mai, je vous rappelle qu'elles ont lieu le 25 mai, il faut aller voter, pour qui vous voulez, mais allez voter, après cette élection, je pense qu'on parlera peut-être de peu d'autres choses que de régulation financière, et c'est dommage au Parlement européen. Donc ces éléments que vous indiquez sont des éléments de fait que je ne conteste pas. Après, il y a la question de savoir quelle orientation on donne au système. Pour ma part, je pense que dans sa rigidité européenne, qu'il est lié, bien sûr, aux institutions, mais surtout au fait qu'il existe, et j'arrête après, il existe en réalité deux Europes, deux Unions européennes. Celles-là, vous ne les voyez pas quand vous regardez la télévision, les actualités, parce que vous voyez les ministres et les chefs d'État et de gouvernement arriver dans les mêmes voitures, dans le même endroit. Mais en réalité, il y a deux façons de voir l'Europe. Il y a l'Europe communautaire, c'est-à-dire l'Europe qui fonctionne en vertu des traités. Traité de Rome, traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, enfin traité de Lisbonne. Où là, on a trois gros piliers. La commission exécutive, Barroso et ses collègues, le Conseil européen et au-dessous les conseils des ministres, et troisièmement, le Parlement. Avec le Parlement qui exerce le contrôle démocratique sur le fonctionnement, en participant à l'élaboration des lois et au contrôle de la Commission. Et puis à côté de cette Europe, vous avez l'Europe intergouvernementale, avec les mêmes, mais qui fonctionne selon des règles sans le Parlement, avec peu de commissions, et entre eux à l'unanimité pour aboutir à des traités comme le traité qu'on appelle le Fiscal Compact. Et c'est cette Europe intergouvernementale qui a traité les problèmes de la Grèce, de Chypre et autres. Et donc, quand dans l'opinion publique, on dit que fait l'Europe? L'Europe fait rien contre le chômage, l'Europe fait rien pour les jeunes, l'Europe fait rien pour Lampedusa, etc., etc. En réalité, ce qu'on critique là, c'est pas les institutions communautaires,
c'est le manque de volonté politique des chefs d'État et de gouvernement de faire avancer les sujets. Exemple concret, Lampedusa, les immigrés, les arrivées de gens qui se tuent sur la mer. Savez-vous qu'il y a un système de protection des frontières qui s'appelle Frontex? Il n'y a que 11 pays sur 28 qui y participent. Ceux du Sud, ceux qui sont concernés, notamment les Italiens. Et savez-vous que cette année, notamment à l'instigation de M. Cameron, le budget de Frontex a été diminué. Donc en même temps qu'il y a un langage officiel de l'arme de crocodile sur telle ou telle situation, on réduit les moyens financiers. Et pour terminer par une petite anecdote, je tweete très rarement, parce que je ne suis pas de la génération du tweet, mais j'ai tweeté l'autre jour, quand j'ai entendu que M. Cameron, avec les inondations en Grande-Bretagne, demandait l'aide financière de l'Union européenne. J'ai dit, ironie du sort, que le réducteur du budget européen soit celui qui vient faire la quête aujourd'hui pour avoir un peu d'argent pour ça. La solidarité, ça ne se partage pas. Ça existe ou ça n'existe pas. Exactement. Allez, de l'intérieur. Oui, juste une remarque concernant le change, puisque c'est un sujet en France où l'euro est trop fort, où effectivement c'est trop rigide et il faudrait pouvoir déterminer ce change. Moi, une réflexion, et peut-être que vous pourrez répondre à ça, en fait, si on regarde entre 1960 et 1990, 30 ans, en 30 ans, le taux de change de la France a été dévalué par rapport aux marques de 350%. 350%. En 1960, un franc égale un marque. En 1990, un marque égale 3 francs 50. Est-ce que ça a permis de créer des millions d'emplois, de développer la compétitivité de la France, de développer l'aspect social, etc., d'en faire un pays leader sur le plan économique et social en Europe et dans le monde? Pas certain. Donc quand on crie aujourd'hui l'euro est trop fort, certains qui crient ça, je ne sais pas si c'est le bon combat. J'ai l'impression que l'euro, d'ailleurs en Italie, c'est pas un débat, c'est pas vraiment un débat de dire que... Pratiquement, ça c'est les spécialistes de la Banque centrale vous diront, il n'y a pratiquement que les Français qui posent la question du taux de change de l'euro. Les autres n'en parlent pas. Là, je vais vous étonner, mais au deuxième tour, lorsqu'on parlera de ce qu'on a appris. D'accord. Alors, ça a été évoqué, et on y reviendra aussi, j'espère. Quelle est la position de la Chine et quelle est la position des USA par rapport à l'euro et à l'Euroland? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que l'euro continue? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils soutiennent ou pas? Alors là, je vous livre simplement des lectures et des témoignages que j'ai pu avoir, et là encore, ce sont des sources plutôt allemandes. Je crois que c'est dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, et Jean-Paul Gauzès pourra nous le confirmer, où on a décidé de sauver en gros le système, ou la Grèce, ou de mettre en place le système qui allait permettre le sauvetage financier de l'Europe. Et il paraît que c'était sur intervention en gros d'Obama. Wolfgang Schäuble était à l'hôpital ce soir-là, il était remplacé par il avait un représentant, un suppléant qui n'a pas voulu prendre de responsabilité, et ça a dû se déterminer à 2h ou 3h du matin, et finalement il y a le Fonds européen de sauvetage financier, puis le mécanisme européen financier qui sont mis en place. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui peut justifier que les USA soient intéressés au maintien de l'euro? Et deuxième témoignage, et c'est arrivé en été 2012, à ce moment-là, il y a eu le traité en juin qui venait de dire on va se mettre d'accord, c'était, je ne sais pas, à Bruxelles, de dire on va s'engager, on repart sur de nouvelles bases, et on va respecter, on va sauver en gros les pays qui s'engagent, qui vont prendre la responsabilité de s'engager, de tenir une discipline, sûrement à la demande allemande. Et à ce moment-là, j'ai lu la presse allemande pendant tout l'été 2012, et le ton a changé dans la presse allemande entre le mois de juin et le mois de septembre. En juin, en gros, il faut laisser tomber la Grèce. C'était en gros et beaucoup pensaient en Allemagne que la Grèce allait être abandonnée, en imaginant que l'euro pourrait continuer à tenir la route et qu'en coupant simplement une branche difficile et morte, peut-être, on pourrait continuer. Et là, c'est plutôt du côté de la Chine que seraient venues des impulsions pour dire en gros non, ne laissez pas tomber l'euro, et les raisons non dites
c'est que la Chine a déjà beaucoup investi en Europe, par exemple au Pirée, en Grèce justement, ou dans d'autres ports européens, ou dans plusieurs économies et entreprises européennes, et donc la Chine n'avait pas du tout envie de voir ses avoirs en euros disparaître corps et âme avec l'euro, ce qui aurait été peut-être l'enclenchement fatidique d'un abandon de la Grèce dans ce témoignage. Je vous propose, étant donné qu'on a déjà beaucoup débordé par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, que le deuxième tour de table et le troisième tour de table, finalement, on en fasse qu'un, c'est-à-dire que vous meniez une analyse, que vous présentiez votre analyse rétrospective de l'union monétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et que à partir de cette analyse, on se projette dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qui permettrait à l'Europe finalement de fonctionner. Je proposerais que le débat porte, que le débat se présente sous cette forme-là. Alberto. C'est tout à M. Joseph, c'est la parole. Comme vous voulez. L'accusé a le dernier mot, comme ça. Non, en fait, l'accusé en théorie, c'est l'Europe. Oui, alors face à cette situation aux analyses à la fois divergentes ou convergentes avec des nuances, etc., qu'est-ce qu'il faut? Il y a deux solutions. À mon avis, il y a deux positions et pas beaucoup d'autres. Première, il faut faire exploser ce monstre. C'est ce que disent ceux qui disent replions-nous, fermons les frontières, reprenons notre monnaie, notre autonomie, et puis on se débrouille et vous allez voir, ça va marcher mieux. Ce qui a été dit tout à l'heure par Bernard sur la valeur du mark et du franc, je m'en souviens bien parce que je suis allé en Allemagne pour la première fois en 1961, et effectivement, avec un franc, on avait même un mark. Et on s'est fait exploser. Alors, bien sûr, mission du point, ça marche. Foutons les immigrés dehors, fermons les frontières, reprenons notre monnaie, le pain valait 1 franc au moment où l'euro est entré en vigueur, faux. Ça, c'est un débat que j'ai eu avec ma mère, ma belle-mère et ma femme sur les prix et l'euro. On dit l'euro a fait augmenter les prix. C'est faux, c'est une fausse relation. C'est vrai que certains prix ont augmenté, les chiffres le montrent. Ça tient au fait que les commerçants ont un peu profité sur les petits prix et les consommateurs n'ont pas été très vigilants. Moi, je cite toujours une blague avec ma belle-mère, authentique. On va dans un grand magasin qui vend des produits électroménager à Dieppe et elle voulait acheter une hotte pour sa cheminée, pour mettre au-dessus de la gazinière. Il y avait 3 catégories de hottes. Une hotte des hottes à 200 €, des hottes à 400 € et des hottes à 700 €. Moi, je ne connais rien aux hottes. Je lui dis, celle à 700 pour la résidence secondaire, c'est peut-être pas indispensable. Vous avez le choix entre 400 et 200. Je regarde les vitesses de rotation, enfin, je fais comme si j'étais technicien. Et je me dis que finalement, elles valaient à peu près la même chose, les deux hottes, et puis de toute façon, elles s'usent davantage quand on ne s'en sert pas que quand on s'en sert. Et je lui dis, vous savez, moi, si c'était moi, finalement, je ne suis pas peintre, mais j'achèterais une hotte à 200 €. Ma belle-mère me regarde du haut de 1,57 m, elle me dit, Jean-Paul, tout de même, je peux me payer une hotte à 400 €. Je lui dis, vous pouvez vous payer ce que vous voulez avec votre argent, ça ne me dérange pas. Je vous signale toutefois que la différence entre les deux, c'est 1350 francs. Oh, mais finalement, je vais prendre la hotte à 200 €. Et ça, je dis pour les plus âgés, les cheveux gris, quand le franc, l'ancien franc est devenu le nouveau franc, il a fallu près de 30 ans pour que les gens ne comptent plus en ancien franc. Or, c'était facile, c'était 100. Vous avez peut-être remarqué que pour l'euro, tout le monde est passé tout de suite à l'euro, sans vraiment se poser de grandes questions, et notamment les personnes pas jeunes. Et ce n'est pas si facile que ça de faire une multiplication par 6,35, je crois, ou 6,55. Bien. Donc il y a eu ça. Et dire l'euro a fait augmenter les prix, alors qu'est-ce que vous dites pour les écrans plats qui ont baissé énormément depuis que l'euro est là? Est-ce que c'est grâce à l'euro? Non. C'est grâce à la mondialisation, ou à cause de la mondialisation. Donc je crois qu'il y a des fausses causalités qu'il faut écarter. Donc il y a la solution de faire exploser. Vous comprendrez aisément que je ne suis pas de ce point de vue-là. Je ne vais pas argumenter davantage là-dessus. L'autre solution, c'est faire plus d'Europe. Plus d'Europe, mais mieux d'Europe. C'est-à-dire rechercher une Europe des résultats. De façon concrète. Non pas une Europe qui emmerde les gens avec des trucs stupides, qui ne servent à rien,
et dont les gouvernants disent, vous voyez, tout ça, c'est la faute de l'Europe. Les frigos sur les marchés de plein air, c'est la faute de l'Europe. Non, c'est pas la faute de l'Europe. C'est qu'on veut assurer une santé alimentaire convenable. Donc on dit, il vaut mieux que les poulets soient dans des frigos qu'en plein soleil pendant toute la foire ou pendant tout le marché. Mais plus d'Europe, mieux d'Europe, ça veut dire aller faire des avancées européennes là où c'est utile et où c'est indispensable. C'est-à-dire chaque fois qu'au niveau d'un État, on ne peut pas régler ces questions d'une façon réaliste. Quand on parle de la pollution, du développement durable, de la santé, etc., il n'y a pas de raison de mettre des frontières. On peut trouver des solutions communes. Est-ce qu'il est normal qu'un médicament soit autorisé dans un pays de l'Union européenne, pas dans l'autre, et que si on veut l'avoir, on a envie de l'acheter dans notre pays? C'est idiot comme système. Donc c'est des avancées concrètes que nos concitoyens attendent, et il y a un domaine dans lequel ces avancées très concrètes ont été fortes, je vous l'ai dit, c'est le domaine de la coopération économique, où là, véritablement, on a fait un saut important. On est en train de faire un nouveau saut avec l'union bancaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'union bancaire? C'est un mot un peu bizarre, parce que ça ne dit pas ce que ça veut dire. Mais l'union bancaire, c'est le fait d'avoir un système financier européen qui soit plus digne de confiance et qui évite les dérives que l'on a pu connaître. Pour ça, il y a 3 piliers essentiels. Premièrement, une supervision européenne des banques. C'est ce qui vient d'être mis en place au travers de la BCE, la Banque Centrale Européenne, dont on a élargi les compétences, modifié les compétences. Deuxièmement, la garantie des dépôts, c'est-à-dire le fait que quand un déposant met de l'argent dans une banque, il est sûr d'en récupérer au moins à hauteur de 100 000 € si la banque a des problèmes. Et troisième volet de l'union bancaire, c'est ce qu'on appelle la résolution de crise, c'est-à-dire les dispositifs à mettre en œuvre le cas échéant lorsqu'une banque est en difficulté pour éviter que ça devienne une catastrophe. C'est ce qui nous a manqué dans la période antérieure avec Dexia, Fortis et d'autres, où on n'avait pas les instruments utiles pour réagir automatiquement. L'idée de l'autorité, des procédures de conversion de crise, c'est de pouvoir régler en un week-end, quand les marchés sont fermés, la situation d'une banque qui sera en difficulté, de façon à éviter toutes les perturbations. Voilà, à mon avis, les chemins sur lesquels on doit s'engager si on veut que l'Europe devienne plus efficace et qu'elle réponde concrètement aux vraies attentes de nos concitoyens. Merci. Oui, juste dans les mesures qui vont être prises, la taxe sur les transactions financières, je crois que symboliquement là aussi, et politiquement, je crois que c'est une mesure, même si elle est limitée, trop limitée, et dont on ne sait pas encore à quoi elle va servir ou partir, mais je crois que ça va aussi... on ne sait pas comment on va la faire. Parce qu'on s'est tous enthousiasmés sur le principe qui était simple, la droite a voté, la taxe sur les transactions financières, mais maintenant, pour passer à l'exercice concret, chacun des 11 pays qui ont accepté la coopération renforcée est en train de trouver des objections ou des difficultés, et donc je ne sais pas quand elles sont là. Et puis, la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on fera de cette taxe? Elle n'a pas été encore perçue qu'elle a été distribuée 3 fois déjà. Elle a été déjà utilisée 3 fois, pour les pays en voie de développement, pour les ressources européennes et surtout pour les ressources nationales des États membres. C'est pour l'instant la vision qui prédomine. Chaque État dit « je veux bien mettre une taxe sur les transactions financières, mais le profit, ça sera pour mon budget ». Et ça, ce n'est pas tout à fait l'esprit initial dans lequel on avait voté cette taxe. Non, bien sûr. Mais juste simplement, je crois que ce serait un mauvais signe politique si elle ne venait pas, si elle ne se mettait pas en route. Et le fait que ça déplaise aux Grands-Bretons, je trouve que c'est plutôt sympathique et je pense que ça serait une bonne raison de la mettre en œuvre, personnellement. Sinon, juste dernière chose... C'est un Européen convaincu, mais ça s'arrête au bord de la Manche. Non, mais les Grands-Bretons savent très bien se servir de l'Europe et utilisent à 100% les crédits européens auxquels ils ont droit, parce qu'ils font appel à des cabinets privés, alors que les Français n'utilisent que 50 à 60% des mêmes fonds. Et je trouve ça aussi assez étonnant. Et là aussi, on pourra en discuter. Donc, juste dernière réflexion par rapport à l'avenir ou à ce qui pourrait sortir de la crise. Et là encore, c'est ma culture germaniste qui me fait dire ça. Une chose dont les Allemands ne sortiront pas, mais là aussi, c'est complètement enraciné chez eux, et c'est dans le vécu que j'ai évoqué tout à l'heure. Après la crise de 1927, l'hyperinflation, ils ont aussi vu leur monnaie dévaluer 10 fois. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, leur monnaie, le Reichsmark, a été divisé par 10. Ça aussi, on le mentionne très rarement dans l'évolution économique
et financière de l'Allemagne et de l'Europe. Mais ça, c'est très proche, puisque c'était juste en 1948 pratiquement où s'est fait le change à ce moment-là. Et il y a deux choses. Et si la Banque Centrale Européenne est à Francfort, c'est bien parce qu'il y avait Theo Weigel à l'époque, qui était le ministre des Finances d'Helmut Kohl, et qui a dit 3,0 pour le déficit budgétaire autorisé, 2% d'inflation maximum et 60% de dette. Et donc là, ce sont des choses, je pense que Mme Merkel, on ne peut pas en tout cas la critiquer sur ce point-là depuis qu'elle est à la chancellerie depuis 2005. Elle a tout fait pour que l'Allemagne respecte sa parole et ses engagements, contrairement à ce que M. Schröder avait fait préalablement avec M. Chirac en France. Et donc, je crois que les Allemands, en tout cas, même s'ils font des concessions, ils en ont déjà fait, ils ont déjà fait des entorses, mais je pense que sur ces principes-là et sur ce fonctionnement, à mon avis, maintiendront ces rigidités. Je crois que ça sera difficile d'en sortir. Alberto, Donc, j'interviens même